Luc, Oui. je te laisse la main et bon webinaire à tous et bonne présentation à tous. Tu peux partager également si tu as un écran à partager. Non, je vais le faire à viva voce. Donc bonjour à tous, donc Jean-Luc Brossard, directeur R&D, recherche et développement de la filière automobile et mobilité, donc la PFA. Vous savez que la PFA représente en gros 4000 entreprises à peu près, donc qui vont à la fois des grands groupes, qui sont des grands groupes automobiles comme Renault PSA, des grands équipementiers comme Faurecia, Valeo, Plasticomium, Michelin, des fournisseurs des producteurs de camions comme Renault Trucks et ainsi de suite, mais aussi 4000 sociétés, bien sûr, qui est l'ensemble de l'écosystème de cette filière automobile. Nous sommes très impliqués actuellement dans ce qu'on appelle le plan de relance pour l'activité industrielle automobile et au sens large. L'automobile, pour nous, et la mobilité allant du deux roues jusqu'au truck. Et dans ce cadre, en fait, nous avons reprécisé en fait, nos priorités technologiques post-Covid, si je peux le dire ainsi. Et donc, on travaille toujours, bien sûr, sans ambiguïté sur le fait de travailler sur la transition énergétique et écologique, avec une volonté très forte, en fait, de passer, en fait, notre parc de véhicules le plus rapidement possible vers de l'électromobilité, avec d'autres solutions technologiques qui ont aussi un impact favorable, en fait, sur les émissions carbone, mais à court terme, l'électromobilité est un point de passage obligé, tant pour le véhicule léger, c'est-à-dire les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires légers, mais tant aussi pour certains usages des véhicules lourds. Il est important au niveau de la filière de toucher en fait l'ensemble de nos adhérents, de l'ensemble des entreprises. Et pour ça, on s'appuie énormément en fait sur les pôles de compétitivité automobile, donc ils sont 4, Moveo, Cara, ID4Car et PVF pour l'Est. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'avec cette Interpol, nous réalisons régulièrement des informations relatives à nos priorités technologiques, qui sont ces webinaires. Donc, on en est au 15e ou au 16e depuis un an, qui permet en fait de partager en fait nos stratégies, notre vision en fait du véhicule du futur. Donc, les enjeux, comme je l'ai dit, c'est prioritairement la transition énergétique et écologique. Pour ça, on s'appuie tous les ans sur des études prospectives que l'on fait avec un partenaire qui s'appelle le cabinet BIP, le BIP. Et nous avons déjà... En attendant de voir si Jean-Luc revient, on va passer à la présentation du livre blanc par Didier. On va suivre le programme du jour et on verra, on introduira le sujet plus tard. Entendu. Bonjour à tous. Donc voilà, j'espère que vous voyez tous l'écran que je partage. Donc Didier Dugrand, Fédération française de carrosserie. En deux mots, nous regroupons les constructeurs carrossiers, les équipementiers et les réparateurs. Voilà, trois activités dédiées aux véhicules industriels et urbains d'une part et à l'automobile pour la partie réparateur. Merci de votre présence à ce webinaire et donc je vais vous présenter les travaux qui ont été réalisés par le groupe de travail filière métier sur les véhicules industriels et urbains. Nous avons effectivement abouti à un livre blanc qui a été présenté l'an dernier lors de l'édition Solutrans de novembre 2019, qui s'appelle donc l'électricité pour la filière des véhicules industriels. Pour resituer l'origine, donc c'est une commande de la plateforme de la filière automobile, présidée par Luc Châtel, comme vous le savez, et c'est une commande qui s'est exprimée dans le cadre du contrat stratégique de filière qui a été signé au mois de mai 2018 et confiée donc à la FFC en accord avec le COFIT pour constituer et piloter donc ce groupe de travail en partenariat avec l'AVER et l'URF, donc qui vont intervenir aussitôt après moi, donc pour détailler plus techniquement ce travail. Voilà, en gros, pour résumer le travail qui a été produit, en gros sur 10 réunions qui ont eu lieu entre septembre 2018 et juillet 2019, une cinquantaine de participants issus de l'ensemble de la filière du véhicule industriel et urbain. Le sujet à étudier étant la faisabilité d'une filière de véhicules électriques industriels et urbains, du véhicule utilitaire léger aux 44 tonnes et pour le transport des marchandises et des biens. On était centré sur le transport de marchandises et des biens.
À partir d'un sommaire que nous avons élaboré ensemble, beaucoup d'échanges ont eu lieu entre les participants dans ces 10 réunions. Des études ont été présentées, bien sûr, en rapport avec le sujet, dont certaines ont été intégrées à ce livre blanc. Et donc, il y a eu dans une deuxième partie recueil des contributions de chaque participant, compilation, édition, impression de ce livre. Pour faire état de son contenu en 2 parties, les 8 premiers chapitres sont un état des lieux sur la partie réglementaire, l'offre des véhicules industriels électriques au moment de l'édition de ce livre, ainsi que le coût total de possession, l'offre en termes de batterie, également les avancements au niveau des infrastructures de recharge statique et dynamique, ainsi que la capacité du réseau de distribution à gérer la demande qu'engendrera ce développement de véhicules industriels électriques. L'évolution des emplois et des métiers de la filière, bien sûr, en rapport avec ce développement, et puis des témoignages qui ont été apportés en particulier par la FNTR, la Poste, Suez et Transdev. Donc la deuxième partie de ce livre blanc sur le chapitre 9, donc effectivement 10 propositions formulées par le groupe de travail, donc avec en particulier le soutien à l'investissement pour la conversion des flottes, les questions de suramortissement, l'aide au financement des infrastructures de recharge, l'adaptation de la réglementation, les aides à l'usage, bien sûr, qu'il faut faire évoluer, favoriser l'expérimentation, ce qui est parfois difficile dans notre pays, et puis développer les compétences et la formation en rapport avec le sujet. Voilà, j'arrive au terme. C'est l'occasion vraiment de remercier une nouvelle fois tous les participants dont vous voyez normalement apparaître les logos. Donc, qui ont été vraiment très présents et toujours très surpris et agréablement surpris à chaque fois d'avoir une trentaine de participants sur ces 10 réunions et un gros travail derrière pour adresser les contributions, faire la compilation et la synthèse. C'est l'occasion aussi de remercier l'AVER et l'URF et le COFIT avec lequel on a quelque part piloté ensemble tout ce travail. C'est un travail de coordination au niveau du pilotage qui est important. Merci à tous. Et merci de votre attention. Bien, bonjour à tous. Donc Joseph Beretta, c'est moi qui vais prendre un peu la suite. Donc pour ce faire, je vais partager mon écran et attaquer un peu la présentation du contenu du livre blanc. Alors, je partage. Hop. Est-ce que tout le monde voit? Moi, je ne vois pas. C'est bon. C'est bon. Bon. Alors, peut-être il faut que je passe en diaporama. Voilà. Bien. Alors, juste quelques mots sur l'AVER France. Pour ceux qui ne connaissent pas l'AVER France, nous, on est l'Association nationale de la promotion de la mobilité électrique. Ça signifie qu'on représente un peu tout l'écosystème de cette mobilité électrique. Et quand on parle de mobilité électrique, ce n'est pas seulement les véhicules automobiles, c'est aussi les poids lourds, les 2 roues et même les bateaux. Alors, nos grandes interventions, c'est quand même essayer de faire en sorte que la mobilité électrique se développe le mieux possible. Donc, on est en contact permanent avec le gouvernement pour faire du lobbying. Mais on supporte aussi toute cette filière au travers de 2 grands projets. Le premier, c'est le projet Advenir qui finance les infrastructures de recharge aussi bien publiques que privées. Le deuxième, c'est le site Je roule en électrique. Il donne toutes les pistes pour basculer à la mobilité électrique. Donc voilà un peu pour présenter l'association. Je vais maintenant passer un peu au contenu du livre blanc. Et comme Didier vous l'a dit, il y a quand même toute une partie réglementaire. Et la partie réglementaire, je vais m'attarder sur les émissions de gaz à effet de serre. Vous avez sur cette planche un peu les grands objectifs de réduction des gaz à effet de serre pour la France. Et on constate que pour arriver à 2050, pour être neutre en carbone, on constate qu'aujourd'hui, le secteur des transports représente une grande majorité, donc 31% de ces émissions de gaz à effet de serre. Et si je me focalise sur les véhicules lourds, c'est 22%. Et dans ces 22%, je dirais, les véhicules lourds représentent quand même quelque chose, ces 22% représentent quand même quelque chose, puisque c'est moins de 2% du parc, ces véhicules lourds. Donc, il est normal que le législateur s'est intéressé
à cette partie du parc. Alors, si on regarde ce qui a été fait en Europe, et depuis finalement 2019, il y a un règlement qui est rentré en vigueur et qui mesure les émissions les consommations, les émissions de CO2 de tous les véhicules lourds qui sont mis sur le marché. Tous les véhicules lourds, les nouveaux modèles mis sur le marché. Et les objectifs ont été fixés avec une réduction de 15% d'ici 2025 et de 30% d'ici 2030 par rapport à ce qui a été mesuré en 2019. Donc, c'est des objectifs très contraignants pour les constructeurs. Et de plus, il y a une directive qui existe depuis de nombreuses années, qui est une directive véhicules propres, mais qui adresse que les flottes publiques, pas les flottes privées. Donc, vous avez ici un panorama de tout l'état des lieux des politiques européennes sur la mobilité. Ce qu'il faut retenir que pour les véhicules lourds, c'est quand même ces contraintes de CO2 qui vont devenir très importantes dans les années à venir. Alors, à côté de ça, on parle souvent des attentes sociétales et finalement, qu'est-ce que l'individu attend des transports? Ben, il attend que les transports soient plus propres et principalement en zone urbaine pour avoir une qualité de vie meilleure. Dans la qualité de vie, il y a la pollution atmosphérique, mais aussi le bruit. Et c'est pour ça que a été créé au niveau européen ce qu'on appelle les LEZ, Low Emission Zones. De nombreux pays en ont mis en œuvre et commencent par interdire les véhicules polluants et pour atteindre à terme les véhicules propres juste autorisés à circuler dans ces zones. En France, la loi LOM a introduit aussi les ZFE, zones à faible émission, et les poids lourds ont depuis un an finalement des vignettes critères, depuis la mise en place des vignettes depuis plus d'un an, les vignettes critères, et cela servira finalement à restreindre la circulation de certains véhicules dans les zones urbaines. Et vous avez sur la carte les villes qui ont déjà annoncé qu'ils mettront en œuvre des plans de circulation pour améliorer la qualité de l'air. Et puis, Paris est un peu en avance puisque déjà depuis juillet 2019, elle a entamé l'interdiction des vieux diesels et elle poursuit tout ça. Donc tout ça, ça pousse quand même finalement à se poser la question, quelles sont les solutions? Solutions pour les constructeurs, solutions pour les utilisateurs. Et dans le livre blanc, on a balayé un peu les différents carburants motorisation. Et là, je vous ai fait un petit tableau qui donne finalement l'intérêt de ces motorisations vis-à-vis du CO2, de la qualité de vie et de l'usage. Alors effectivement, on peut dans un premier temps essayer de décarboner les combustibles liquides en passant au biodiesel, à l'éthanol ou même à l'XTL, au Sunfuel. Mais par définition, on restera toujours émetteur de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. On ne change pas les usages avec ces carburants liquides. Donc c'est une solution court terme qui peut être implémentée aussi sur les véhicules anciens sous certaines conditions si les motorisations acceptent ces combustibles décarbonés. On a ensuite le gaz naturel liquéfié qui permet de garantir les mêmes usages puisqu'il a une densité énergétique du fait qu'il est transformé en liquide. Mais par contre, il émet toujours du CO2 et aussi des polluants. C'est un peu moins que les autres carburants liquides. L'idéal vis-à-vis du CO2, c'est le bio-GNV, mais le bio-GNV n'est pas liquéfié aujourd'hui. Il va restreindre un peu les usages puisque les autonomies seront plus faibles. Une des solutions technologiques, c'est l'hybride thermique électrique, c'est donc hybrider les motorisations. Là, on a un gain de CO2, on a un gain de polluants. Et quand on voit sur ce tableau, effectivement, la solution, c'est quand même l'électrification forte, c'est-à-dire la batterie ou la pile à hydrogène, qui remplit à la fois les ambitions CO2, qualité de vie, et la batterie est encore un peu limitée, mais s'attend à se lever vis-à-vis des usages liés à son autonomie. Donc, on voit bien que tout ça va dans un sens d'électrification du parc de véhicules roulants. Et dans le document, on a donc analysé les segments et les utilisations qui allaient émerger les premières. Et effectivement, on voit bien tout de suite que la livraison urbaine, la livraison régionale, c'est les deux usages qui sont en train aujourd'hui de trouver des solutions pour passer à la motorisation électrique. Les autocars et les longues distances étant un peu en retard, puisqu'il faut quand même que les autonomies soient au rendez-vous. L'hydrogène étant une solution, mais la batterie est aussi regardée. Les bus
ont fait leur mutation et sont en train de passer massivement finalement à cette motorisation électrique. Donc on voit bien qu'il va y avoir dans un domaine temporel des usages qui vont commencer à émerger plus rapidement que d'autres. La livraison urbaine liée, on a vu, à la mise en place de ces zones à faible émission, les bus aussi. Et ensuite, pour les autres usages, que ce soit la livraison régionale, la livraison longue distance ou les autocars, ça sera lié aux offres des constructeurs pour les rendre économiquement viables par rapport finalement aux motorisations diesel existantes aujourd'hui ou même GNV. Alors, on est vraiment au commencement de cette mutation, ça c'est clair. Si je prends les chiffres des ventes 2019, il s'est vendu moins de 200 véhicules lourds en France et c'était une grande majorité des bus électriques. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que l'offre des constructeurs se développe très rapidement et à terme, elle va couvrir quand même tous les usages. Comme je vous disais pour la batterie, on voit finalement le semi-Tesla qui annonce des autonomies de 800 km qui permettra de faire de la longue distance ou même des tracteurs piles à combustible. Mais tout ça, c'est en train de se mettre en place et les premières applications, c'est clairement la livraison urbaine. Et vous voyez un peu juste en bas de ce slide, l'offre Renault Truck qui couvre du fourgon jusqu'au camion de livraison intercité. Et c'est ça qui va se développer rapidement dans l'année qui vient, clairement. Et la longue distance, comme je vous l'ai dit, ça sera lié quand même à l'équation économique. Et justement, pour cette équation économique, la batterie, c'est le cœur du problème. Et cette batterie, elle fait aussi des progrès très rapides. Si on regarde les coûts des packs batteries, vous avez ici une étude de Bloomberg qui vous montre que c'est finalement les packs batteries depuis 2010 sont passés de plus de 1200 $ du kilowattheure à 156 $ du kilowattheure et on escompte en 2024 passer sous la barre des 100 $. Donc la batterie va devenir moins chère et quand on analyse finalement la valeur de ces véhicules électriques, c'est cette partie-là qu'il faut baisser. En parallèle, les performances des packs batteries augmentent. Ça, on l'a vu sur les véhicules particuliers. Les autonomies sont passées de 150, 300 et aujourd'hui on parle même de 500 km d'autonomie. Tout ça grâce à l'augmentation des performances de la batterie. Et en même temps, ce n'est pas tout d'augmenter les performances de densité énergétique. Il faut aussi, si on veut arriver à un TCO maîtrisé, avoir une durée de vie qui tienne la route, comme on peut dire. Et aujourd'hui, on est plutôt autour de 2500 cycles et on espère bien passer à 3000 cycles et plus de 10 ans de durée de vie de ces batteries, ce qui rendrait finalement, quand on fait les calculs, et une dernière étude de TNI l'a démontré, si on fait ces calculs en se projetant, un camion électrique sera moins cher à exploiter qu'un camion diesel et en plus, il accédera à toutes les zones sans restriction. Donc on voit bien que finalement la conversion des flottes de véhicules industriels, camions et bus, à l'électrique est engagée dans le monde et dans l'Europe. Si on se tourne vers les autres continents, la Chine a déjà basculé une grande partie de ses bus en électrique et commence à regarder sur les camions aussi bien électrique, batterie ou pile à combustible. On peut aussi constater que le tissu industriel français des constructeurs et équipementiers de ces véhicules lourds est prêt à accélérer cette dynamique au niveau national. Que ce soit nos constructeurs nationaux, les équipementiers, ils ont tous des solutions. Mais pour arriver à concrétiser tout ça, il reste encore à lever pas mal de barrières, dont le développement des infrastructures de recharge, dont l'évolution des emplois et métiers de la filière, et n'oublions pas l'accompagnement des pouvoirs publics, ce qui justifie un peu les recommandations qu'on a faites à destination des pouvoirs publics. Et bien entendu, il y a d'autres aussi chantiers qui vont émerger, qu'il faudra traiter. Donc, j'ai aussi cité les emplois. Voilà un peu le point d'étape de ce livre blanc qui couvre une bonne partie de tout ce que vous retrouverez. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez de plus amples détails, vous avez ici les liens sur les sites de l'association, puisque vous avez un site de l'Aver France, un site d'Advenir et un site jerouleendélectrique.fr. Merci de votre attention.
Merci Joseph. On va donner la main maintenant à l'URF avec Stéphane Levesque, voilà, qui va venir nous parler plutôt des aspects infra-réglementaires, contexte économique. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, les gens qui ne connaissent pas forcément l'URF, deux mots. Donc l'URF est une association qui existe depuis 1935, mais bon, c'est pas tellement ça le plus important, mais c'est la caractéristique de l'URF, c'est une organisation transversale qui regroupe l'ensemble des acteurs de la mobilité routière, à la fois le monde des infrastructures routières, donc les constructeurs gestionnaires, ceux qui entretiennent, le monde des automobiles et des véhicules. Ensuite, les services liés à la route, donc dedans je mets l'énergie, le transport, et enfin le monde des usagers au travers de, par exemple, 40 millions d'automobilistes, l'Automobile Club Association. L'URF, c'est deux choses, c'est un centre d'information et de ressources sur l'économie de la mobilité. Et les gens qui nous connaissent un petit peu, nous publions chaque année une publication qui s'appelle Faits et chiffres, où on retrouve l'ensemble des données concernant l'économie des mobilités. Et également, l'autre aspect, c'est que l'URF, et notamment au travers de son think tank, est une force de proposition concernant les mobilités. Alors, concernant les véhicules industriels et pourquoi l'URF s'est naturellement engagé, tout d'abord, le contexte, c'est que le contrat stratégique de filière automobile signé en mai 2018 entre les représentants de l'industrie automobile et les pouvoirs publics et l'électromobilité était un des axes majeurs. Également, traditionnellement, vous le savez bien, l'industrie des poids lourds et des véhicules industriels concentre de très nombreuses innovations et depuis très longtemps. Et ensuite, en matière de décarbonation et de transport, l'électrification est une des solutions. Ce n'est pas la solution, mais c'est une solution. Et donc, qui a tout à fait sa place dans le panel à mettre en place. Et également, ce qui nous paraissait, disons, intéressant dans cette démarche, de par un peu la constitution de l'URF, c'est que c'était une manière aussi d'associer le monde des infrastructures au travers des gestionnaires d'autoroutes, des entreprises de génie électrique et de distribution d'énergie. Alors, concernant les systèmes de recharge statique, là je vais passer un peu vite, les 90% des usages, semble-t-il, et c'est ce qui ressortait notamment des travaux du groupe filière métier, pourraient être utilisés avec des recharges en dépôt et notamment la nuit sur des périodes de 6 à 8 heures et donc en fait tout à fait pouvoir s'intégrer dans les cycles d'exploitation des véhicules. Alors, se pose la question également sur la question de l'électrification des sites de remissage des véhicules. Et là, dans les recommandations, ou en tout cas les points un peu de vigilance, c'était de dire la première étape, c'est bien évidemment de réaliser des études sur les conditions de raccordement au réseau et de définir sur les sites des architectures de distribution qui soient adaptées aux besoins. Il y a aussi l'autre aspect qui est concernant le raccordement, et notamment ce que l'on a qualifié le raccordement du dernier mètre dans le livre blanc. Donc là, c'est là aussi des conseils de vérifier l'interopérabilité des systèmes de branchement. En principe, le standard européen permet de remplir sans aucun problème cet aspect. Et également, concerne les solutions pour éviter des câblages au sol, donc avec des systèmes de mâts ou d'enrouleurs des câbles. Le volet concernant la maîtrise du risque incendie. Et donc là, c'est aussi de veiller aux distances de sécurité, également aux limites de propriété sur les sites et tout ce qui concerne les dispositifs de protection incendie, murs coupe-feu, dispositifs d'extinction. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour les véhicules de transport de marchandises, il n'y a pas de normes aujourd'hui. Par contre, par voie réglementaire, des dispositifs ont été adoptés concernant les dépôts d'autobus, notamment. Également concernant la mise en place des bornes. Bon, là aussi, c'est d'alerter de dire que il y a quand même une obligation de distanciation et donc il y a une perte en termes de remisage d'environ de 5%.
Enfin, le dernier volet concerne tout ce qui concerne le volet gestion et exploitation des moyens de charge. Et donc là aussi, c'est de veiller et même de recommander la mise en œuvre de systèmes de supervision de la charge, donc qui permet le contrôle des opérations, d'optimiser les consommations et également de contribuer à la sécurité globale des sites. L'autre aspect également, et alors là qui implique plus les infrastructures routières et la voirie, c'est alors une perspective à plus long terme bien évidemment, les recharges dynamiques. Donc on a 3 systèmes aujourd'hui qui existent ou qui sont en cours de développement, voire même en test. Le premier, donc le dispositif par induction. Donc là, et les 3 que l'on va voir, c'est les concepts, disons, de route électrique, mais qui sont plus apparents dans les points suivants. Donc là, en termes d'induction, c'est surtout un dispositif développé de charge ultra rapide pour les autobus, et donc qui permet un transfert d'énergie sans contact. Alors là, l'équipement de la chaussée s'active pour permettre la recharge lors du passage du véhicule. Alors, il s'agit quand même de solutions complexes et onéreuses et qui semblent quand même plutôt limitées à des véhicules légers de basse puissance. Et alors là, vous avez à l'écran, concernant la solution Bombardier qui a été mise en place notamment à Berlin pour des systèmes de recharge rapide des arrêts pour les autobus. Autre possibilité de recharge dynamique, c'est un système par caténaire. Donc, c'est une solution, comme vous voyez, inspirée du ferroviaire qui permet en fait un transfert d'énergie suffisant pour les véhicules industriels, donc de l'ordre de 400 kW, et qui permet à la fois la traction et également de recharger les batteries embarquées. Les principaux obstacles, disons, à cette solution, c'est la question d'une gêne visuelle. Également, ça peut être un obstacle potentiel pour des transports hors gabarit, type convoi exceptionnel. Et également, les autorités en termes de sécurité civile, ils voient un obstacle pour les évacuations d'urgence par hélicoptère. Alors également, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette solution est limitée aux ensembles articulés, donc avec des tracteurs, comme vous le voyez sur ces 2 images, équipés d'un pantographe. Alors cette solution est notamment promue par Siemens, où il y a notamment une voie à côté de Francfort en démonstration, enfin en test. Le troisième système, disons, de recharge dynamique, qui est la conduction par le sol. Donc, c'est une technique qui est connue, qui existe, et notamment pour des systèmes de tramway. Et c'est le cas notamment en France, notamment à Bordeaux, mais c'est pas, il y a d'autres villes en France et en Europe qui ont ce type d'équipement. Alors, comme vous le voyez, il s'agit donc de véhicules équipés de capteurs rétractables. Alors, cette solution, elle est moins onéreuse que l'induction, c'est évident. Également, il n'y a pas de gêne visuelle, puisqu'il n'y a pas de dispositif aérien. Par contre, également, il y a un avantage, c'est que pour recharger les batteries à bord du véhicule, permet de limiter le nombre de batteries à bord du véhicule. Alors, parmi les obstacles, et notamment du point de vue du monde des infrastructures, c'est un système intégré à la route. Donc, derrière se pose une question, disons, d'équipement et d'entretien de la route. Alors également, il y a eu des points qui ont été soulevés, mais où il y a certaines solutions techniques sur les risques d'orniérage, puisqu'en fait, les véhicules roulent à peu près dans la même zone, la partie roulement. Et se posent également des conditions d'exploitation. Ça peut être notamment en période hivernale. Alors, cette solution est notamment promue par Alstom et où il y a déjà des réalisations ou démonstrations, que ce soit en Suède, je crois qu'en Allemagne également, et en Asie également, Corée du Sud. Voilà, je vous remercie. Et le livre blanc, bien évidemment, on ne l'a pas précisé, il est téléchargeable sur le site de l'URF, de la FFC et de l'AVER. Merci Stéphane. Pour clôturer un petit peu cette intervention autour du livre blanc, je vais donner la parole à Jean-Marc Lange, donc président du COFIT, pour une brève conclusion.
Oui, bonjour, bonjour à tous, merci Rémi. Vous m'entendez? Très bien. Je pense que oui. Très bien, merci. Donc le COFIT, peut-être en un mot. Donc, on a parlé du comité stratégique de filière automobile, qui est donc une instance qui se réunit de temps en temps, parce que donc l'automobile est considérée par les pouvoirs publics comme une filière stratégique du pays. Et dans le cadre de ce contrat stratégique de filière, il y a un petit groupe d'échange, un petit groupe de travail qui s'appelle le COFIT, donc le Comité d'orientation de la filière industrielle du transport, qui réunit tous les acteurs de l'écosystème du camion et du véhicule industriel en France, donc toutes les fédérations. Alors je peux en citer rapidement l'Axiam, le CCFA, la FFC, la CNPA, et aussi les transporteurs, donc les fédérations de transporteurs. Dans ce COFIT et dans cet ensemble, je voudrais juste aborder dans la suite de ce que présentait Joseph Beretta, l'accompagnement des pouvoirs publics. Parce que bien évidemment, on a pesé de tout notre poids dans les échanges avec les pouvoirs publics pour favoriser cette électromobilité dans le véhicule industriel. On a de ce fait, dans le cadre de la loi de finances 2020, donc l'an passé, et parallèlement d'ailleurs aux actions menées à Solutrans, favoriser la prise en compte des véhicules électriques dans le programme de suramortissement qui existait pour les véhicules gaz, par exemple. Et donc, depuis maintenant, clairement, dans le cadre de la loi de finances, et pour plusieurs années, le véhicule électrique est soutenu par le biais du dispositif de suramortissement, comme les autres véhicules à énergie alternative de type gaz. Alors aujourd'hui, on est toujours dans des échanges avec les pouvoirs publics sur au moins deux sujets, en lien toujours avec cet accompagnement des pouvoirs publics sur l'électromobilité dans la filière industrielle. D'une part, on essaye de voir avec les autorités comment on pourrait s'assurer que les collectivités locales qui achètent des véhicules pour leur usage propre, et non pas par délégation de services, pourraient bénéficier elles aussi d'un dispositif d'aide de type suramortissement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur le plan réglementaire. Voilà, on a des échanges en cours avec les pouvoirs publics sur ce point. Et puis, en lien avec la crise du moment et les difficultés chez nos transporteurs et chez les constructeurs, nous avons aussi des discussions en cours pour voir comment, dans le cadre des mesures relance décidées par l'exécutif, il pourrait y avoir des dispositions spécifiques pour le véhicule industriel et particulièrement des dispositions spécifiques pour favoriser l'investissement sur des véhicules à énergie alternative, dont les véhicules électriques. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci Jean-Luc. Jean-Marc, pardon. J'ai un petit lapsus. Du coup, je pense qu'on a récupéré Jean-Luc Brossard qui a été coupé par les problèmes de connexion tout à l'heure. Si Jean-Luc, avant de passer à la partie question, tu peux finaliser ton intervention sur effectivement l'étude, la nouvelle étude qui sera diffusée en juillet. Oui, non, bon, il y a des problèmes de bande passante manifestement. Ce que je dis, bon, en conclusion, il n'y a rien à rajouter à ce que vient de dire Jean-Marc, c'est qu'on essaye d'intégrer en fait au maximum le véhicule lourd, industriel, transport de marchandises ou de personnes dans les actions du plan de relance de l'industrie au sens large automobile et mobilité. Et donc, on aura la mise en place de ce qu'on appelle un CORAM, un comité d'orientation de la recherche de l'automobile et de la mobilité, dont le premier rendez-vous est calé à la fin du mois de juin. Ce que je veux dire simplement, c'est que dans le cadre des priorités qui, comme vous l'avez vu, restent la transition énergétique et écologique et qui passe par un fort développement de l'électromobilité, nous sommes amenés, nous, à faire tous les ans en fait, des études de mix énergétique. Nous avons fait donc déjà une étude sur le véhicule léger, donc particulier, et le véhicule utilitaire léger. Et nous produirons à la fin du mois de juin, début du mois de juillet, une étude prospective en fait sur le véhicule lourd, donc qui va des bus jusqu'aux trucks, en expliquant en fait les différentes alternatives, sachant qu'on s'inscrit complètement avec ces études dans l'objectif qu'on s'est fixé au niveau européen, donc on appelle le Green Deal et dont les décisions vont être formalisées donc à l'été 2021, qui est d'une feuille de route en fait vers une neutralité carbone en 2050 pour l'ensemble du transport routier. Et donc, ça passe par justement le développement de différentes énergies alternatives et en s'appuyant fortement sur l'électromobilité. Voilà en termes de conclusion ce qu'on peut dire.
Donc, vous retrouverez sur le site de la PFA probablement en juillet l'étude prospective à 15 ans, en fait, des évolutions des mix énergie et powertrain. Très bien. Merci Jean-Luc. Du coup, on a un gros quart d'heure pour aborder quelques questions qui ont été soulevées. Certaines ont déjà été plus ou moins répondues dans le cadre du chat, mais il y en a quelques-unes que je voulais remonter. Notamment une question sur du bus plutôt. La RATP a diminué ses ambitions sur les véhicules électriques vis-à-vis du GNV. Est-ce que vous avez un avis côté Joseph ou Stéphane ou Jean-Luc, si vous voyez un peu pourquoi la RATP a diminué ses ambitions véhicules électriques? Donc, oui, elle a diminué ses ambitions. Je n'ai pas de retour direct de la RATP. Je pense que c'est lié au fait que finalement, les bus, surtout français, ne sont pas encore au rendez-vous et que les solutions sont plutôt chinoises aujourd'hui. Parce qu'autrement, au niveau des missions, les bus remplissent les missions. Après, vous avez des délais de mise en œuvre, surtout comme on a évoqué les infrastructures, les stations, puisque c'est des dépôts et les dépôts doivent être finalement équipés de stations de recharge et la puissance de ces dépôts et la puissance électrique augmente. Donc, il y a quelques délais pour la mise en place de tout ça. Alors, passer au GNV, oui, mais c'est pareil, il faut aussi mettre en place des stations GNV. Donc, je pense que la RATP étudie toutes les solutions. Maintenant, si quelqu'un de la RATP est dans la salle, il pourra compléter ça. Ouais. Moi, je compléterais, Joseph, en fait, les usages sont multiples et en fait, comme tu le dis, la mise en place de l'infrastructure ne permet pas de répondre à tous les usages à l'instant T. Et donc, la logique est dans un portefeuille multi-énergie. Les solutions au gaz aussi au niveau du retour du ROI, du retour sur investissement à date. Donc, c'est une des raisons pour laquelle il y a un mix en fait dans les parcs de bus. Mais le gaz n'a d'intérêt que s'il est bio. Comme on voit maintenant l'analyse de vie. Donc, en fait, ce qu'il faut bien regarder, c'est qu'on parle de biogaz. C'était aussi le sens de la question suivante, qui était le tableau que tu présentais, Joseph, sur la slide 6. Est-ce qu'il prenait en compte le bilan carbone en amont de l'usage du véhicule et non, effectivement. Non, clairement, j'ai répondu non. Il tient compte que des deux critères que j'avais exposés, c'est-à-dire CO2, qualité de vie et usage. Si on veut remonter à la CV, on a aussi toutes les études au niveau de l'AVER qui comparent les différentes filières et je pense que la plateforme automobile a aussi ses études et la mobilité électrique à batterie tire bien son épingle du jeu. La seule restriction, c'est la couverture de tous les usages. Alors moi, je rajouterais la mobilité électrique tire bien son épingle du jeu en France, pas forcément dans tous les pays. Ça dépend énormément, une mobilité décarbonée dépend énormément de l'énergie décarbonée. Et donc, l'électricité produite partout en Europe n'est pas forcément décarbonée. Donc, on a un fort travail en Europe pour accentuer le développement des énergies renouvelables et éviter les centrales à charbon dans des pays, en particulier dans les pays de l'Est. Il y a une directive qui existe qui va dans ce sens-là, qui oblige les États à décarboner leur production d'électricité. Aujourd'hui, impose 14% d'énergie renouvelable et on est en train de discuter une RED 2 à 23%. Mais ce qui est important aussi, c'est dans le cadre des discussions qu'on a au niveau du Green Deal, au niveau européen, l'analyse cycle de vie devient un des critères sur lesquels on ne sait pas encore aujourd'hui, parce que c'est complexe, comment avoir une méthodologie reconnue et connue par tout le monde. Mais néanmoins, l'objectif est d'avoir une approche plus globale, well to wheel, que simplement une approche à l'usage. Et donc, c'est une des priorités de la filière automobile et ça a été un des sujets du grand format du comité technique automobile sur lequel on se donne en priorité 2020-2021 d'évaluer en fait le comparatif de toutes les solutions mixtes énergie powertrain au niveau d'une analyse de cycle de vie complète. Oui. Alors, dans les études qu'on avait réalisées, il était ressorti des conditions pour que la mobilité électrique remplisse finalement le deal de la décarbonation et puis de la propreté. C'était effectivement l'électricité décarbonée, mais aussi le recyclage des batteries, très important. Très bien. Une autre question qui est un petit peu plus
technique. Est-ce qu'il y a des besoins identifiés en termes de modules, de chauffage, de désembuage, de dégivrage, climatisation, qui ne feraient pas appel à l'énergie de la batterie pour garantir des autonomies nécessaires en usage? Aujourd'hui, on utilise au mieux la batterie avec des systèmes très efficients, pompe à chaleur, et après, c'est du photovoltaïque potentiellement, mais ça apporte un apport minime, mais toujours bon à prendre, et les coûts doivent baisser pour pouvoir les intégrer en grand volume. Très bien. Alors, une autre question en passant, sur laquelle il y a eu pas mal de réactions derrière sur la partie véhicule hydrogène. A-t-on des perspectives un peu du marché, sur le marché du véhicule électrique hydrogène sur le transport lourd? Sur le transport longue distance? Oui, à longue distance plutôt. Je préfère que tu dises usage intensif. Oui, c'est pas tout à fait pareil. Alors, à l'usage intensif. Non, mais il y a une position de filière en fait qui est disponible sur le site de la PFA Filière Automobile et Mobilité qui précise bien les engagements qu'on a pris vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de l'Europe. En fait, les 3 marchés sur lesquels il y a potentiellement un retour sur investissement possible dans les 10 prochaines années sont le véhicule utilitaire léger, le bus et les camions à usage intensif. Donc, il est clair qu'il y a des opportunités en fonction de où est produit l'hydrogène. Est-ce qu'il est produit de façon propre, donc comme on l'a dit, avec de l'électricité décarbonée, et ensuite probablement avec électrolyse pour être le plus propre possible. Et donc, il y a des possibilités où il y a des marchés qui sont nécessaires. Donc, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé au niveau français de telle façon à répondre en fait en plus à la chaîne de valeur stratégique de l'hydrogène en Europe, qui donne de la souveraineté au niveau énergétique à notre continent. Et donc, les 3 sujets sur lesquels on a déposé des sujets, j'allais dire chapeau, c'est des projets VUL avec 50 000 VUL en 2030, des projets bus avec 1000 bus en 2024 et des projets camions avec 100 camions. Okay. Merci. Alors, on prend une question un peu formation. Est-ce que les partenaires de la formation ont participé aux travaux du livre blanc? Y a-t-il des plans d'action prévus ou des contacts envisagés, notamment avec les campus? Alors, les partenaires de la formation, oui, on avait dans les membres du GTFM, c'est ça, les représentants de la formation. Ils ont plutôt donné leur demande et puis les problèmes qu'ils rencontraient, mais je n'ai pas en mémoire qu'il y ait de la planification après le livre blanc. Je pense que c'est la plateforme automobile qui a des travaux sur toute cette filière de formation amont et aval. Voilà, je vais prendre la suite, donc c'est exactement ça. Il faut savoir qu'on a donc un programme qui s'appelle ACE pour Attractivité, Compétences et Emploi. En fonction de ce qu'on vient de publier, qui sont les priorités, les axes prioritaires technologiques et la feuille de route de ces axes prioritaires technologiques, on est accompagné par l'ensemble du secteur de telle façon à apporter les bonnes compétences, les bonnes formations aux bons endroits. Donc, il y a plein de campus qui se développent sur l'électromobilité, sur l'hydrogène, sur le véhicule connecté et communicant, sur le véhicule automatisé, ainsi de suite. Et donc, tout ce qui est lié à l'électromobilité qui passe par l'électrochimie pour les batteries, jusqu'en passant par l'électronique de puissance, on a la volonté d'augmenter en fait toutes les formations nécessaires et les compétences nécessaires en fait à maintenir cette compétence en France et l'industrialisation en fait au final les emplois en France. Très bien. Merci pour ces précisions. On avait une question qui concernait un peu plutôt Stéphane sur la partie induction. L'induction est-elle envisageable sur les quais dans les centres de logistique? Est-ce qu'il y a des contraintes pour cela? Ça dépend en fait, disons, du type de véhicule. Si on est sur des véhicules plutôt léger ou VUL ou petit camion. Par contre, sur le véhicule lourd, le véhicule industriel traditionnel, 44 tonnes pour faire simple, là, ça paraît beaucoup moins pertinent. Alors après, il y a un système de recharge dynamique, donc ça, c'est quelque chose qui paraît peu pertinent. Par contre,
une transposition du système bus, c'est-à-dire avec des véhicules qui font des tournées et qui peuvent stationner. Mais alors après, ça dépend le temps de rechargement et comment ça peut... Donc en fait, c'est quand même la perspective pour l'instant, en fait. Là où dire, disons, des experts que l'on a pu entendre dans le cadre du GTFM, cette perspective d'induction dans le domaine marchandises n'était pas, disons, quelque chose de majeur en l'état actuel des choses. Alors après, les choses peuvent évoluer, mais ça paraît moins pertinent que les autres solutions. Très bien. Après, il y a une question un peu liée au contexte actuel, dans un contexte de post-Covid, où on voit les grands acteurs de l'automobile qui sont fortement impactés, qui ralentissent leurs activités de R&D pour certains. Est-ce que le développement de l'électromobilité risque d'être impacté, et notamment les horizons de marché pour des nouvelles gammes de véhicules électriques là, c'est valable à la fois sur le lourd et sur le véhicule léger, j'imagine. Est-ce que voilà, on a Jean-Luc, peut-être, qui pilote le plan de reprise, est-ce qu'on a cette vision aujourd'hui par rapport à la filière? Je suis en plein lancement du plan de relance. Vous savez que les auditions se passent cette semaine. En pratique, il n'y a pas de moratoire sur les objectifs CO2 ou les objectifs d'émission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant au niveau européen ou au niveau français, on ne revient pas sur l'objectif long terme et sur la nécessité de passer à l'électromobilité. Donc, dans les critères d'investissement et dans les projets qui sont déposés, c'est en grande majorité des projets qui sont en lien avec la transition énergétique et écologique. Donc, il n'y a pas de remise en cause, en fait de ces objectifs et il n'y a pas de frein. Il y a plutôt du frein justement sur des activités qui n'ont pas d'activité à très court terme. Vous l'avez vu, par exemple, dans la feuille de route que j'évoquais tout à l'heure, je parle de véhicules automatisés et non plus de véhicules autonomes, qui était un terme un peu trop générique. Et que la progressivité va être plutôt de passer par des solutions L2X avant de passer à des solutions L4. Et donc, il y a une progressivité en fait dans l'automatisation des fonctions et l'aide à la conduite. Pour ce qui concerne l'électromobilité, il y a plutôt une accélération. Vous avez vu l'annonce, en fait, et peut-être que Joseph pourra revenir dessus, mais avec le président de la République, on a souhaité accélérer le déploiement des bornes de recharge et de se fixer l'objectif qui était de 100 000 bornes de recharge avant la fin du quinquennat, en fait, est passé à 100 000 bornes de recharge publiques avant la fin de 2021. Oui, je confirme. Et je pense que c'est un objectif ambitieux, mais atteignable, surtout si les véhicules électriques accélèrent leur pénétration. Il faut que l'infrastructure suive. Très bien. Merci. On va passer un peu calme, mais là, on a une question plutôt pour les carrossiers. La mobilité électrique implique une absence de bruit. En tant que carrossier, serons-nous obligés d'installer des bruiteurs pour des usages? Exemple, pour les véhicules de collecte de déchets. Pour les véhicules particuliers, il y a déjà une directive qui l'impose. Et a-t-on une visibilité sur des choses similaires sur le véhicule industriel? À ma connaissance, non, mais Jean-Luc, je ne sais pas si tu sais s'il y a des travaux là-dessus sur le véhicule industriel. Non, sur le véhicule industriel, à ma connaissance non plus, mais en fait, la problématique, elle est quand même de savoir identifier qu'un véhicule passe pour éviter les accidents. Donc, de la même façon, il est nécessaire qu'un véhicule électrique avertisse en fait de son arrivée. Il est bien clair qu'une benne ordure ménagère électrique, de la même façon, doit faire suffisamment de bruit pour que un piéton ou un cycliste ne soit pas surpris. Je confirme pour l'instant au niveau de la Fédération française de carrosserie qu'il n'y a pas de directive précise en la matière, même si on peut, comme vient de le dire Jean-Luc, s'attendre à ce que effectivement ces réglementations viennent aussi sur le véhicule industriel. Ok. Question un peu plus pragmatique. Personnes qui commercialisent des tracteurs de parc 100% électriques sont-ils éligibles au dispositif de suramortissement sur la loi de finances? Ce dernier apparaît comme peu clair, voire compliqué pour les entreprises éligibles. Les pouvoirs publics ne pourraient-ils pas envisager une prime aux véhicules propres à l'instar des primes sur l'achat des automobiles électriques? Donc, je peux peut-être éclairer notre invité. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est le dispositif du suramortissement qui existe par la loi de finances. Il y a des échanges pour éventuellement substituer à ce dispositif d'autres techniques de soutien financier de type crédit d'impôt. Il y a des discussions en cours, c'est pas arrêté.
Mais je ne vois pas où est la difficulté sur l'application pour les tracteurs électriques. Ça relève bien du dispositif de suramortissement tel qu'il existe. Hein. Alors, je me permets de répondre. Bonjour, bonjour, oui, tout à fait. Nous sommes parfaitement éligibles. Hein. Donc, je ne voulais pas qu'il y ait un malentendu. C'est simplement la perception des clients sur ce dispositif du suramortissement qui est assez lourde. Déjà, il était étalé sur 5 ans. Donc, c'est beaucoup moins, j'ai envie de dire, probant qu'une prime à valoir sur l'acquisition ou le crédit bail d'un véhicule. Voilà, c'était juste une question de savoir si c'était dans l'air ou pas du tout. Alors, pour mettre un dispositif bonus-malus, parce que finalement c'est ça la prime d'acquisition, ça signifie aussi mettre un malus. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire sur les véhicules particuliers, c'est les recettes du malus qui financent le bonus. Bon, j'ai rien dit. Voilà. Et enfin, on va faire une dernière question qui concerne aussi un peu plus l'aspect business model. Hors transactionnel ou classique leasing, y a-t-il des business models décalés par rapport à l'existant classique, susceptibles d'aider à la pénétration du type de véhicule électrique sur le marché? Il y a une vision là-dessus. Sur l'aspect business model des véhicules électriques. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ce que je peux dire, c'est que le suramortissement, et ça c'est des corrections qui ont été apportées, il est à la fois applicable aux achats, mais aussi à la location longue durée. Peut-être dans le business model, il faut peut-être voir les postes de dépenses finalement de l'exploitation d'un véhicule lourd. Et la mobilité électrique va réduire le poste de dépense carburant. Donc ça, c'est très important à chiffrer tout ça. Et dans les calculs TCO qu'avait fait la plateforme automobile, on arrivait, et puis même dans les quelques études récentes, on voit que la rentabilité, finalement, si c'est plus cher à l'achat, on amortit tout ça en 2 ans maximum, quoi. Si on fait des kilomètres, bien sûr. Très bien. Écoutez, je suis désolé, on arrive au bout du temps disponible pour ce webinaire. Je vais laisser Didier nous faire une conclusion sur ce séminaire. Oui, merci. Effectivement, j'ai le plaisir de conclure ce webinaire autour du rôle d'animation de cette filière du véhicule industriel que la FFC s'assigne depuis longtemps, notamment en étant organisateur et propriétaire du salon Solutrans depuis un peu plus de 3 décennies. Et donc, effectivement, nous avions proposé ce livre blanc il y a 2 ans sur le gaz déjà pour la filière du véhicule industriel, puis l'an dernier sur l'électrique. Nous avons également créé donc dans ce rôle d'animateur de cette filière du véhicule industriel et urbain les rencontres de la filière en 2018 et nous avons la chance aujourd'hui, c'est vraiment que de la chance de pouvoir assurer que nos échéances dans le calendrier des événements à venir sont maintenues avec en premier lieu donc les rencontres de la filière, c'est l'occasion de vous faire connaître cet événement qui aura lieu donc le 17 novembre prochain, qui est maintenu puisque effectivement notamment les constructeurs et les équipementiers ont pu nous rassurer sur leur souhait d'y être présents. Et puis à plus long terme, Solutrans est maintenu pour sa prochaine édition, pour l'instant bien sûr, du 16 au 20 novembre 2021. Alors, en vraiment quelques secondes, un zoom sur ces rencontres de la filière dédiées donc à la filière du véhicule industriel et urbain qui auront lieu donc le 17 novembre prochain au Matmut Stadium de Lyon. C'est vraiment un lieu d'expression pour, en quelque sorte, que la filière parle d'une seule voix. Nous aurons dans cette journée en 2 parties l'occasion de traiter donc les grandes problématiques du transport routier urbain et de débattre autour des défis et des enjeux de la filière du véhicule industriel et urbain. Donc sur une première partie, ça se passe l'après-midi autour de conférences et tables rondes. Et puis la deuxième partie donc inclura un dîner lors duquel nous procéderons à l'élection de l'homme de la filière. Pour rappel, ce prix de l'homme de la filière a été créé voilà maintenant 3 années, puisqu'en 2017, c'est Jean-Dominique Sénard qui à l'époque était président du groupe Michelin qui avait reçu le prix de l'homme de la filière.
lors de l'édition de Solutrans 2017. Puis en 2018, lors des rencontres de la filière, Dominique Fernier, qui est président de Transpolis, avait reçu ce prix. L'an dernier, donc lors de l'édition 2019 de Solutrans, c'est Veronica Van Danielsson, ambassadeur de Suède en France. Et donc, nous verrons bien cette année qui effectivement recevra ce prix. Les pouvoirs publics seront également présents et prendront la parole. Il y aura des sessions de networking, comme vous le voyez, et également donc l'exposition de tracteurs et de véhicules utilitaires légers avec les nouvelles énergies. Ce sera surtout, bien sûr, l'occasion de présenter l'édition de Solutrans 2021 lors du dîner. Voilà, donc nous vous espérons nombreux. Vous voyez les acteurs qui seront présents, les constructeurs VI, les professionnels du pneumatique, les chargeurs, les transporteurs, les ministères et les organisations professionnelles, ainsi que bien sûr la plateforme de la filière automobile. Donc nous vous espérons nombreux. Et donc en effet, pour finir, je vous confirme que pour l'instant, le salon Solutrans est bien maintenu pour la date du 16 au 20 novembre 2021. Voilà, en vous remerciant beaucoup de votre attention et de votre présence à ce webinaire. Eh bien, merci Didier, je remercie tous les participants et les attendants à ce webinaire. Encore une fois, au nom de la PFA, au nom de Cara et des pôles automobiles. Pour information, les présentations seront sans doute diffusées après validation des intervenants et le webinaire sera à revoir et à revoir sur la chaîne YouTube de Cara et des pôles et de la PFA.